Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Psy. Je m'appelle Florent Tchatchoua-Niale et je suis le CEO de Diaspo Interaction TV basé au Canada. Nous sommes tous conscients que le monde vit actuellement une situation de crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus. Une maladie qui est d'abord apparue en Chine en novembre 2019 avant de se propager dans le monde et faire des séquelles. Au-delà de sa morbide mortalité, la COVID-19 a un impact psychologique significatif. C'est l'objet de ce numéro de Parole de Psy que vous allez suivre avec Dr Magloire Pembi et ses invités. Après, dans le générique qui va suivre, vous allez pouvoir écouter Dr Magloire Pembi et ses invités. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de Parole de Psy consacré à la COVID-19, à la pandémie de COVID-19 et à ses implications sur le plan de la santé mentale. Nous allons faire le point de la situation. Nous suivrons également les témoignages de deux psychiatres impliqués dans la lutte, le docteur Pia Kinsana depuis Kinshasa et le professeur Alain Lesage de Montréal. En plus des syndromes respiratoires et neurologiques décrits dès les débuts de la maladie à Wuhan, la COVID-19 est responsable de troubles psychiatriques aussi bien chez les patients, chez les soignants et dans la population générale. Plusieurs travaux menés par différents chercheurs à travers le monde montre que la santé mentale est une dimension importante à prendre en compte dans la prise en charge de la pandémie en cours. Cet aspect de la pandémie a été quelque peu négligé au départ de celle-ci, aussi bien par les médias que par les organisations supranationales s'occupant des questions de santé publique, comme l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale sont perceptibles actuellement. Il s'agit des situations psychopathologiques telles que le stress, l'anxiété, les syndromes dépressifs, l'insomnie, le déni, les crises de colère, etc. On compte les personnes touchées parmi les patients, parmi les soignants et au sein de la population générale. Les résultats d'une étude publiée par la revue Brain, Behavior and Immunity en mai 2020 montrent que 96,2% des patients atteints par la COVID-19 présentent un état de stress post-traumatique et 29,2% des patients présentent un état dépressif. Les deux auteurs de l'étude, Nina Vindergaard et Michael Eriksen Benros du Copenhagen Research Center for Mental Health de l'Université de Copenhague, ont mené une revue de littérature portant sur 43 études et ayant pour objectif les effets psychologiques et psychiatriques de la pandémie de COVID-19. Sont également présentes chez les patients l'anxiété, la détresse psychologique et la baisse de la qualité de sommeil. Les auteurs signalent également une aggravation de leurs symptômes psychiatriques chez les patients psychiatriques, notamment chez ceux qui présentaient de troubles de l'alimentation. Nina Vindergaard et Michael Eriksen Benros indiquent que le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, agirait selon deux modalités pour induire le trouble psychiatrique. Par son action directe sur le cerveau
ou alors de manière indirecte par l'effet des cytokines massivement sécrétées durant l'infection. La situation des patients est d'autant plus préoccupante que l'on sait aujourd'hui que survivre à la maladie ne protège pas de la survenue de troubles psychiatriques. L'analyse des dossiers médicaux des patients a montré qu'un survivant de Covid-19 sur 5 court le risque de présenter un trouble psychiatrique dans les 90 jours suivant sa guérison. Selon l'un des auteurs de l'étude, Paul Harrison, professeur de psychiatrie à Oxford, interviewé par l'agence Reuters, il est possible que ces chiffres soient en deçà de la réalité. Au sein de la population générale, un certain nombre de troubles sont également observés. Les deux chercheurs de l'Université de Copenhague, cités plus haut, rapportent une baisse générale significative du bien-être psychologique. On observe également de la dépression, de l'anxiété à des fréquences élevées. Cette dernière est particulièrement importante chez les parents des enfants hospitalisés. Les plus à risque de présenter ces troubles au sein de la population générale sont ceux qui ont un faible revenu, un faible niveau d'éducation, ceux qui vivent seuls, les étudiants, les femmes, les individus avec un faible support social ou avec des antécédents médicaux chirurgicaux. Il s'y est également de signaler ici le rôle néfaste joué par les réseaux sociaux dans ce contexte. Antonio Ventriglio du département de médecine clinique et expérimentale de l'université de Foggia en Italie rappelle dans une étude que les sujets qui ont eu un contact direct via des SMS téléphoniques et qui ont utilisé les médias sociaux pour des mises à jour critiques pendant le confinement ont été exposés à des informations plus conflictuelles et au stress. Il rappelle aussi qu'un stress aigu plus élevé a été signalé par les gros utilisateurs de médias sociaux. Aussi souligne-t-il l'importance de publier des mises à jour officielles substantielles à intervalles réguliers pendant une crise et de surveiller les médias sociaux pour réduire l'exposition aux informations trompeuses et à la détresse. Du côté des soignants, la situation est tout aussi préoccupante. Parmi ceux impliqués dans la prise en charge de la Covid-19, sont observés des troubles comme l'insomnie, l'anxiété, la dépression, le stress, les syndromes de stress post-traumatique ou des signes de somatisation. Antonio Ventriglio attribue la détérioration de la santé mentale des soignants aux conditions de travail en temps et en période de pandémie. Il remarque que les soignants sont confrontés à un risque élevé, au surménage, à la frustration, à la discrimination, à l'isolement, aux patients ayant des émotions négatives, à un manque de contact avec leur famille et à l'épuisement. Il est important de les prendre en charge car toujours selon Antonio Ventriglio de l'université de Foggia en Italie, ces problèmes de santé mentale affectent non seulement l'attention, la compréhension et la capacité de décision des travailleurs médicaux, ce qui pourrait entraver la lutte contre la Covid-19. Mais il pourrait également avoir un effet durable sur leur bien-être général. À Paris à Wuhan en novembre 2019, la Covid-19 s'est propagée partout dans le monde assez rapidement.
L'Organisation mondiale de la santé a qualifié la maladie de pandémie le 11 mars 2020. Sa mortalité a entraîné un afflux massif des patients au point de paralyser les systèmes de santé de plusieurs pays occidentaux. Les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde ont ralenti la circulation du virus, mais n'ont pas empêché la survenue de ce que beaucoup qualifient de deuxième vague, justifiant dans certains pays un deuxième confinement depuis quelques semaines. Seul le continent africain semble épargné alors que les scientifiques prévoyaient une hécatombe. La COVID-19 a causé la mort de plus d'1 300 000 personnes dans le monde, selon le site de l'université Johns Hopkins. Plus de 50 millions de personnes sont actuellement touchées par la maladie. Nous nous rendons à présent à Kinshasa où nous retrouvons le Dr Mpia Kinsana, psychiatre qui s'occupe des patients Covid pour la RD Congo et qui nous fait le point de la situation sur place. Effectivement, le patient Covid à Kinshasa présente les troubles psychiatriques, parmi lesquels l'état anxieux représente les troubles les plus enregistrés, suivis des réactions au stress, de l'état de stress post-traumatique et de la dépression. Oui, la situation des professionnels de santé est alarmante. De plus en plus, ils s'infectent par les virus. Cette situation les met quand même mal à l'aise et on doit les reconnaître, ce sont des gens qui travaillent dans des conditions de stress permanents. Alors, malheureusement, aucune mesure concrète n'a été prise jusque-là. Mais il y a ceux qui travaillent dans des CTECO, arrivent quand même, surtout aux cliniques, arrivent quand même à contacter soit les psychologues, soit les psychiatres en privé. Alors, je vais vous citer quelques chiffres que nous avons ici qui montrent la situation alarmante de ces professionnels de santé. Dans toute la République de la RDC, on a enregistré au moins 47 professionnels de santé qui ont été hospitalisés dans des différents centres de traitement éparpillés dans les pays. Ces chiffres-là représentent 4% de tous les malades hospitalisés dans des CTECO de la République. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, on a enregistré 22 corps médicaux qui ont été hospitalisés pour Covid-19. C'est quand même énorme. Ces chiffres doivent interpeller les autorités pour qu'elles prennent conscience de la situation des professionnels de santé, qu'on se le dise qui travaillent pour la République. Alors, par rapport à la population générale, la population n'accepte pas que la maladie existe déjà en RDC. Et cela explique leurs attitudes par rapport au respect des gestes barrières, qu'elles ne respectent même d'ailleurs pas. On voit déjà les gens ne mettent pas leur masque, tous à l'air libre, ne se lavent pas régulièrement les mains, d'ailleurs ils n'achètent même pas les gels hydroalcooliques. Le professeur Alain Lesage, chercheur à l'Institut universitaire de santé mentale de l'Université de Montréal, fait le point de la situation de la COVID-19 à Québec et plus largement fait aussi le point sur les opportunités que cette crise permettent d'entrevoir en matière d'orientation, d'organisation et d'administration de soins de santé mentale. Dès le départ, la santé publique chinoise, nos collègues chinois ont été les premiers à publier à deux niveaux. Le premier niveau a été dans quelle mesure les états d'anxiété
et de réaction trop grande des personnes pouvait nuire une fois qu'elles étaient atteintes du COVID du virus, et même dans des soins presque hospitaliers, comment l'état d'agitation, des choses comme ça pouvaient des fois être contraires à un rétablissement aussi à ce moment-là. Donc, il y a eu des informations qui ont circulé, des essais aussi de donner des bons soins qui donnaient une atmosphère de calme, malgré le fait qu'on craignait pour les... C'est très stressant, et surtout qu'il y avait beaucoup d'inconnus à ce moment-là quant au degré de danger, de létalité associé à être hospitalisé pour la condition aussi à ce moment-là. Et ce qui est apparu de plus côté de nos collègues chinois, très tôt, là, en mars, avril dernier, ici à ce moment-là, c'est l'impact sur les travailleurs de la santé. Donc, les gens qui travaillaient dans les hôpitaux, qui étaient en contact direct, avec beaucoup d'incertitudes aussi. Beaucoup d'incertitudes, ça fait naître au moins une réaction possiblement de détresse, d'anxiété aussi à ce moment-là, mais qui peut être réduite un peu par le sentiment d'appartenance au groupe, de soutien des collègues, puis un sens de mission aussi qu'on peut avoir aussi à ce moment-là. Mais il a été observé une augmentation de la détresse psychologique, des symptômes d'anxiété aussi dans la population des travailleurs de la santé. Et plus vous étiez près, directement en contact avec les gens, comme en milieu hospitalier, plus la détresse peut être plus importante, plus vous étiez un peu plus loin en soins directs ou pas de soigner des gens qui avaient le COVID-19. À ce moment-là, il y avait une réduction, c'était moins présent. Mais toute la population a une augmentation de l'état de détresse et d'anxiété que là, on peut lier à toutes les différentes mesures de confinement et ce que ça impliquait, que ce soit dans le sentiment d'une menace qui était là, les contraintes à votre travail, les aspects financiers, l'organisation de la vie en confinement et la conciliation travail-famille quand ça se posait et travailler à distance ou pas aussi à ce moment-là. Donc, toutes les populations ou encore d'étudier ou pas et de l'impact dans vos trajectoires de carrière au moment où est-ce que ça vous frappe, il ne frappe pas exactement de la même façon si vous avez un emploi bien établi que si vous étiez à la veille de graduer ou encore que vous commencez dans un nouvel emploi ou dans un secteur qui est plus vulnérable peut-être aussi à ce moment-là. Donc, tout ça détermine le risque de symptômes d'anxiété et de détresse psychologique à ce moment-là. L'Institut national de santé publique, dès le temps avancé, a commencé une enquête continue à intervalles réguliers auprès de personnes tirées au hasard et voulant bien répondre dans la population générale. On leur a posé beaucoup de questions, mais donc des questions sur la détresse psychologique et des questions sur les symptômes d'anxiété et les seuils également des symptômes d'anxiété qui pourraient traduire un besoin de traitement à ce moment-là. Alors, l'observation qui a été faite par l'Institut national de santé publique dans une brochure qui va être rendue publique cette semaine, et je pense que vous allez pouvoir avoir copie et pouvoir signaler aux auditeurs. Ce que ça montre, c'est que on a eu une augmentation et des niveaux beaucoup plus élevés de détresse psychologique et de symptômes d'anxiété, y compris des symptômes d'anxiété avec au-delà d'un seuil, qu'on considère un seuil de traitement dans la population du Québec, qui était plus grande
au printemps, qui a semblé diminuer un peu pendant l'été et qui a augmenté plutôt récemment aussi à ce moment-là. Ce qui correspondrait évidemment avec ce qu'on a vécu au Québec, une période de confinement avec beaucoup plus de risques, de la mortalité qu'on a eu à ce moment-là, un taux d'infection important. Et puis pendant l'été, comme la fin de la première vague aussi à ce moment-là, et une diminution de déconfinement aussi qui s'est produit. Et mais par ailleurs, on rentre de nouveau dans le confinement avec une propagation plus grande et une inquiétude plus grande dans la population aussi à ce moment-là. Donc, on observe la même chose que dans d'autres pays aussi. Ce qu'on observe également, c'est que c'est pas distribué de la même façon entre les groupes d'âge. Les jeunes de 18 à 30 ans sont beaucoup plus affectés. Et plus vous êtes une personne dans des groupes d'âge de 60, 70 ans, c'est les groupes qui ont le moins de détresse psychologique, le moins de symptômes d'anxiété. Ce qui ne veut pas dire que c'est un peu plus élevé que ce qu'on s'attendrait habituellement, parce que généralement, dans la population, c'est également la même chose. Il y a un peu plus de détresse chez les plus jeunes, les 60, 70 ans, au moment de la retraite, etc. Ils montrent généralement moins de détresse psychologique. Peut-être à cause, on pourra discuter des causes tout à l'heure, mais donc c'est le même phénomène, mais on dirait que tout s'est exacerbé dans tous les groupes d'âge, mais que c'est particulièrement marqué chez les 18-30 ans à ce moment-là. Et ce que ça fait penser comme interprétation qu'on pourra en faire, c'est que même si la crainte d'attraper le virus est un déterminant dans tous les groupes d'âge aussi à ce moment-là, mais les bouleversements que le confinement amène dans la trajectoire professionnelle, sociale des jeunes, l'incertitude économique aussi qui est créée, qui frappe plus les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore nécessairement un emploi, ou s'il y en a un, il est plus précaire, sont dans différentes étapes, les gens sont à l'université, il peut y avoir de l'incertitude aussi dans votre plan aussi à ce moment-là. Et donc, on pourrait l'interpréter de cette façon-là. Donc, les déterminants des conséquences sociales du confinement, plutôt que le risque même non pas d'attraper le virus, mais d'avoir des conséquences graves du virus, étant donné ce qu'on sait. Et par ailleurs, il est quand même intéressant de voir que les personnes plus âgées, je dis ça modestement là, à cause de mon âge, là, donc 60, 70 ans, 70, 80 ans, même si c'est possiblement vers des groupes d'âge où est-ce que les conséquences d'être infecté pourraient être plus graves aussi à ce moment-là, ça a un certain effet, mais il semble avoir moins d'impact, de bouleversement que ça contient. Puis, il y a peut-être aussi un mouvement social. Une des raisons pourquoi on fait le confinement aussi, c'est pour protéger les populations plus âgées de contracter le virus, et évidemment des conséquences plus graves du virus aussi à ce moment-là. Donc, il y a eu, malgré les décès importants dans les centres hospitaliers de soins de longue durée qu'on a eu au Québec, il y avait quand même une volonté de protéger et puis de relier beaucoup les personnes avec les personnes âgées aussi à ce moment-là. Il semble que le poids du confinement frappe sur le plan psychologique, sur le plan les personnes avec plus jeunes ici dans la population, ceux qui ont aussi à concilier les obligations personnelles et professionnelles aussi. Il y a une part d'incertitude qui est là et prédire est difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir.
je dirais, un grand scientifique, là, j'aurais tendance à il y a à la fois des opportunités et à la fois des défis qui vont aller dans l'avenir. Et les opportunités, c'est que on a des façons de faire qu'on ne pensait pas possibles, mais qui sont rendues possibles maintenant. Je vais vous donner un exemple en rapport avec la santé mentale. Avant la pandémie, la santé mentale et les troubles mentaux et les dépendances, c'était un peu des parents pauvres des traitements. Et les gens avaient des temps d'attente interminables dans les guichets d'accès, les CLSC. Et puis, on voulait mettre en place un programme aussi d'accès aux traitements aussi, mais on est encore à le planifier. Alors, quand la pandémie est arrivée, c'était encore difficile d'accès aussi à ce moment-là. Et on disait qu'il manquait de personnel aussi dans le réseau aussi, donc on voyait pas comment on allait y répondre aussi à ce moment-là. Et tout d'un coup, avec la pandémie, on s'est rendu compte que les gens qui travaillaient dans les cliniques, etc., ont commencé à faire des entrevues à distance. Il y en a même dans le secteur privé qui ont fait de la thérapie à distance également. Des choses que jamais il aurait pensé qu'on ne pourrait faire. Et tout d'un coup, d'avoir fait ça, ça veut dire que peu importe la région du Québec où est-ce que les gens se trouvent, s'il y a une concentration de thérapeutes, disons dans Montréal par exemple, bien, ils peuvent donner un coup de main rapidement dans les régions, sans engager quelqu'un dans la région, etc., au moins dans les premiers temps de faire de la thérapie à distance. L'autre aspect aussi, c'est que c'est beaucoup plus économique pour les gens. C'est plus facile de suivre votre thérapie si vous ne devez pas vous déplacer au lieu de la rencontre à la fin de la journée. Et encore plus si vous voulez faire des thérapies familiales. Ah ben là, c'est aller chercher les enfants à gauche, à droite, puis aller à la thérapie, etc. Plus encore, on s'est rendu compte que faire de la thérapie assistée par ordinateur aussi, mais avec quand même un thérapeute qui accompagne, est quelque chose de possible. Donc, ça a été ouvert aussi comme possibilité de financer publiquement. Des choses que on pensait qu'on allait implanter peut-être dans les 5 à 10 à 15 prochaines années. Alors que là, tout d'un coup, ça devient possible aussi à ce moment-là. Alors, je vous donne cet exemple-là pour quant aux opportunités et donc aux façons de travailler, y compris de pouvoir faire du travail à distance, va créer des nouvelles façons de travailler aussi et d'interagir aussi, qui vont créer également des opportunités d'emploi aussi et d'avancement aussi du point de vue des travailleurs. Par ailleurs, il y en a d'autres que certains emplois vers lesquels ils se dirigeaient aussi vont peut-être avoir moins d'avenir d'une certaine façon. Il va y avoir une certaine décroissance peut-être aussi à ce moment-là. Alors, il faut penser que si vous êtes à l'université, vous dites, oups, là, où est-ce que je m'en vais comme emploi quand je vais sortir? Donc, ça crée évidemment de sentiment de détresse face à cette incertitude-là, et donc qui va affecter l'avenir aussi des personnes. Donc, ce qui va créer des opportunités va être très excitant, puis évidemment, quand vous allez vers des opportunités, qu'il y a des choses qui se bâtissent aussi, c'est un bel avenir. Par ailleurs, pour des personnes qui doivent repenser peut-être leur destination de carrière, ben là, évidemment, c'est le plus d'incertitude qui est là aussi à ce moment-là. Il y a l'incertitude économique également, financière simplement, des gens. De façon paradoxale, les mesures d'aide tant au Canada, mais même aux États-Unis, ont fait en sorte que pour les gens qui ne peuvent pas travailler et qui recevaient cette aide-là, de façon relative, certains ont reçu plus d'argent qu'on aurait eu autrement à ce moment-là. Évidemment, c'était des gens qui n'avaient pas des gros revenus, des choses comme ça. Donc, en fait, ça l'a
réduit les inégalités sociales aussi à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on va apprendre de ça? Est-ce qu'on va prendre l'opportunité ou encore on va rentrer en période d'austérité aussi à ce moment-là? Est-ce qu'on va en profiter pour plus distribuer versus en sachant qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités de déploiement, d'imagination aussi économique. Alors ça, évidemment, il y a un degré d'incertitude et ça va jouer sur notre avenir également aussi à ce moment-là. Amis à l'écoute, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à participer aux discussions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous aider dans la mesure du possible. Pour ce faire, cliquez sur le lien www.paypal.me/Afropanorama. C'était un plaisir que de vous retrouver. Nous vous disons au revoir et à la fois prochaine.